Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Avec qui je suis aujourd'hui? Sarah Mostrel. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, Sarah Mostrel est déjà passée sur notre antenne, mais je voudrais quand même rappeler qui est Sarah. Sarah est écrivain, musicienne à plusieurs cordes à son violon, ingénieure de formation, également poète et romancière, née à Paris, monte au Ternion à Haïfa à l'âge de 18 ans, 10 ans après revient sur Paris, et là, sans vouloir oublier de signaler le parfum de la mandragore pour lequel vous êtes passé il y a 2 ou 3 ans sur notre antenne, mais là je voudrais surtout axer le débat sur un livre qui paraît chez Guy Trédaniel, Un amour sous emprise, qui a plusieurs facettes. Donc en fait, je crois que là vous en faites réellement un jeu psychologique. Ce n'est pas Monique Nakache qui va en parler, c'est Sarah Mostrel. Alors Sarah, si vous pouviez déjà nous dire quelques mots sur ce roman. Oui, tout à fait. Donc, Un amour sous emprise est un roman qui met en scène 2 protagonistes qui vivent une relation amoureuse. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf que la relation très vite devient non équilibrée, on va dire. Et on va s'apercevoir qu'il y a toute une manipulation de l'homme envers cette jeune femme de 23 ans qui vit une de ses premières grandes histoires amoureuses. Et donc, il va tout donner pour cet homme qui va jouer avec elle, on va dire, de façon terrible pour elle, puisque on va voir qu'au fur et à mesure du temps, elle va se décomposer, tout à fait. Alors justement, cette décomposition et puis surtout cette forte dépendance, vous l'avez analysée déjà à double casquette, puisqu'il y a ce non-rapprochement corporel dont elle souffre beaucoup et qui est vraiment le à même de ce que l'on appelle maintenant, de manière très moderne, le pervers narcissique. Voilà, donc c'est très insidieux, en fait, parce qu'il installe en elle une dépendance qui est aussi physique, c'est-à-dire qu'il y a forcément une attirance des partenaires, sauf que il maintient une tension pour qu'elle soit toujours à sa disposition, en quelque sorte. Et donc, au début, il ne veut pas la toucher. Il lui dit qu'il ne sera disponible que quand il sera libre, parce qu'il a plus ou moins une compagne, une relation qui n'est pas très claire aux yeux de la jeune femme. Et donc, pendant très longtemps, tout le début de la relation, il va maintenir comme ça une tension telle que qu'elle ne comprend pas, en fait, puisqu'il l'encense de mots, il lui dit qu'il l'aime, il lui parle aussi sexualité sans la toucher. Donc ça entraîne une frustration terrible. Et donc elle prend son mal en patience, elle attend, tout en essayant de comprendre ce qui se passe. Elle n'a jamais vécu ce genre de situation. En fait, cette relation est hautement toxique, mais on a vraiment, nous, en tant que lecteurs, envie de secouer Sophie. On a envie de donner 2 claques à Jacques, mais on a envie de secouer Sophie, car le lecteur se rend compte bien avant Sophie de ce cheminement malsain qu'elle ne veut pas voir. Voilà, je pense que quand on est amoureux, on voit pas grand-chose, hélas. Donc l'amour est aveugle, évidemment, et donc elle a tellement attendu cet amour, elle a tellement peut-être projeté tout ce qu'elle attendait, tout l'idéal qu'elle avait en elle dans un homme se retrouve chez Jacques, que la raison là n'existe plus, c'est-à-dire qu'elle est complètement embarquée dans une spirale et elle n'arrive pas à s'en sortir, et elle est pour elle cet homme, puisqu'il lui dit qu'il l'aime, vu l'amour qu'elle lui porte, elle doit faire en sorte que tout fonctionne. Et comme elle est capable de remise en question permanente, elle se culpabilise, elle essaye de comprendre, il n'y a pas une minute où elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, en fait. En fait, c'est vraiment la spirale de cette toxicité, puisque les analyses psychologiques démontrent actuellement qu'il y a un couple sur 5 qui est dépendant dans une relation comme ça, pervers narcissique. Et cette Sophie, qui est quelqu'un qui peut être Madame Lambda, n'aspire qu'à croire et refuse de ne pas croire.
Voilà, c'est quelqu'un d'authentique, d'entier. C'est quelqu'un qui est jeune, elle a 23 ans, donc il a presque 20 ans de plus qu'elle, donc elle est un peu timide. Enfin, elle comprend pas encore vraiment les mécanismes amoureux, et puis elle ne demande effectivement qu'à croire ce qu'il lui dit, et il lui dit sans cesse qu'il l'aime, même si les actes ne suivent pas les mots, même si il joue avec elle dans une sorte de présence-absence, il l'a fait attendre, je donne quelques exemples. Il lui dit qu'il adorait voir un tel film avec elle. Il y va, mais tout seul. Il lui a jamais proposé de venir. Il lui donne rendez-vous, il vient pas, alors qu'il se retrouve. Il lui dit qu'il était tout près de chez elle avec un copain. Enfin, il y a vraiment une perversité dans ce comportement. Il y a un jeu qui est... Il y a un jeu, il y a une manipulation qui fait qu'elle perd complètement ses repères. Et là, elle est complètement déboussolée. Alors, elle essaye de réfléchir, de l'analyser, mais elle est complètement prise sous cette emprise, justement, et elle est incapable d'objectivité à ce moment-là, oui. Alors, avant même de parler du pervers narcissique, parce qu'on peut également extrapoler, ça serait bien de rentrer un petit peu dans le vif du sujet au travers de votre livre et de parler du premier chapitre. Si vous pouviez nous déterminer le commencement. Voilà, donc c'est une rencontre, comme il peut y en avoir beaucoup dans la vie des gens, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent à un vernissage d'une amie. Elle n'a aucun but particulier, elle se retrouve assise à côté de lui, il lui plaît, mais elle comprend plus ou moins que cet homme est marié, il est aussi plus âgé, donc elle met de côté cette relation, sauf qu'il commence à lui parler, il commence à être intéressé. C'est une femme qui écrit, donc il s'intéresse à son côté artiste, à son côté à ce qui la touche, finalement. Donc il arrive très vite à cibler ce qui peut la sensibiliser, et ce qui va être la source de l'emprise, finalement, son penchant à elle, et qu'il a très bien cerné dès le départ. Et donc il lui donne rendez-vous plus ou moins assez rapidement, et c'est là que cette relation de dépendance terrible va se créer très très rapidement, de façon fulgurante, on va dire, et elle va être prise complètement sous cette et dans cet très amour, vite, Sarah Mostrel, on aperçoit au travers de votre roman les plusieurs visages que peut présenter un pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il peut être extraverti, il peut être vivant, séducteur, mais il peut être aussi timide, et en fait tout ceci englobe une possible tyrannie par l'emprise. Voilà, il a toutes ces facettes. Bon, ce sont en général des gens brillants, les pervers narcissiques, c'est son cas. Quelqu'un c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui écrit aussi, qui manie le langage à merveille, il y a un langage commun, en fait. Complètement. Donc il se retrouve dans cet excès, peut-être, ce côté excessif de la sublimation des mots, on va dire, qu'elle sait très bien faire, et qu'il fait aussi. Et donc effectivement, il y a cette facette très amoureuse, très enthousiaste, et puis il y a cette facette sombre qu'elle va découvrir au fur et à mesure. C'est vraiment, on dit souvent que ce sont des personnes un peu schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils ont ces deux facettes, ils ont cette facette du bien, ils ont cette facette du mal. Donc, alors quand ils switchent, c'est très difficile de se rendre compte du moment où ça bascule, et puis on reconnaît plus du tout la personne, en fait. D'après vous, Sarah, est-ce qu'ils sont, enfin en tout cas le personnage de Jacques, est-il toujours conscient de l'installation de dépendance? Alors je pense que Jacques manipule à souhait, c'est-à-dire qu'il est complètement conscient du phénomène dans lequel il va plonger Sophie. Il a conscience aussi de la sensibilité de Sophie, donc il va jouer avec cette faiblesse, quelque part, de cette jeune femme qui essaye de voir toujours le bon côté de la chose, qui essaye toujours de voir son bon côté à lui, et donc il arrive toujours à l'embobiner, à la manipuler, pour s'excuser de ne pas être venu, mais il l'aime quand même. Donc cet amour récurrent qu'il va lui démontrer dans les mots, pas dans les actes, mais dans les mots, ça va complètement troubler. Je précise, dans les mots, MOTS, oui. Entre parenthèses, MAUX. On peut tout à fait rajouter la parenthèse. En fait, tout ceci le rend encore plus hautement toxique. Complètement, parce que effectivement, il cache très bien son jeu, il vit dans le mensonge, et il vit dans cette
cette apologie justement des mots, cet encensement de Sophie qu'elle va essayer de s'approprier, et elle se dit c'est pas possible que quelqu'un dise qu'il m'aime de cette façon et qu'en fait il ne m'aime pas, c'est même pas pensable. En tout cas, qu'il le démontre d'une manière qui ne convient pas. Complètement. Hein? Complètement. Mais je dois vous dire, Sarah Mostrel, qu'en lisant votre livre, on a envie de donner 2 claques à Jacques, mais de secouer comme un prunier Sophie. Oui, alors comme je disais, l'amour est aveugle, et donc quand Sophie se retrouve dans cette situation, elle n'a absolument pas les moyens, ni psychologiques, ni physiques, hein, même de réagir, hein, même si elle a des amis autour d'elle qui lui disent mais laisse tomber ce type, il se moque de toi, je crois qu'il y a, c'est un petit peu le phénomène peut-être d'une autre manière, mais des femmes battues, c'est-à-dire qu'elles se font battre, hein, quelque part. Il y a le coup de bâton qui est là, mais elles n'arrivent pas à partir parce que Oui, en fait, c'est la parfaite image du chose, sadomasochisme. Quelque part, de manière inconsciente. Oui, quelque part, oui. Hein? D'où le travail après, voilà. auprès des amis, accompagné par les amis ou accompagné d'un psy. Parce qu'il est vrai que ces personnes toxiques ne choisissent pas leur proie par hasard, et qu'ils choisissent en général des gens qui sont justement, qui peuvent combler justement le déficit d'amour dont ils sont eux-mêmes le voilà, résultat. En fait. Voilà, tout à fait le résultat. Et donc il y a une sorte de jeu d'emboîtement, hein, effectivement. Ils choisissent des gens fragiles, avec une grande capacité à aimer puisqu'ils ont besoin d'être aimables, et puis eux de leur côté sont incapables d'aller vers l'autre et en plus on le voit, enfin, en tout cas le personnage de Jacques, on le voit passer d'une facette à l'autre, parce qu'il peut être même parfois un petit peu drôle, enfin on le sent pas vraiment drôle, mais on le sent touchant dans sa manière de s'exprimer et d'exprimer cet amour que Sophie croit exister, et en même temps tyrannique. Complètement, parce qu'en fait tout ce qu'elle essaye de bouger en lui, il est complètement figé, hein, puisqu'elle lui propose toutes sortes de situations où il pourrait aller voir quelqu'un pour essayer de résoudre son problème, hein, puisqu'elle détecte quand même qu'il y a un problème, qu'il y a une incohérence dans son comportement. Donc il dit toujours oui, en fait, hein, il lui dit toujours oui, je ferai ça, oui, je vais mettre un préservatif, oui, on va se retrouver dans une chambre d'hôtel, oui, on va partir ensemble. Enfin, il fait toujours plein de projets avec elle. Oui, on va voir ce film, mais en fait il y va avec un copain. Voilà, il y a quelque chose qu'elle n'entend pas, en fait, hein, puisqu'elle ne peut pas croire. La grande difficulté, je crois, c'est qu'elle ne peut pas croire que quelqu'un fonctionne de cette façon. C'est-à-dire que c'est tellement ahurissant de ne pas être soi-même, hein, finalement, puisque de se comporter d'une façon très fausse et de jouer un rôle, hein, puisqu'il joue un rôle en permanence, qu'elle ne voit pas, en fait. Elle ne voit pas du tout le Sarah, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas entendre? Je pense qu'elle ne peut pas entendre, je pense qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas encore détecté la psychose, hein, je dirais, c'est plus qu'une névrose, c'est une psychose, le pervers narcissique, la perversion narcissique. Donc elle s'intéressera après à la littérature psychiatrique pour détecter, pour mettre les mots, hein, sur ce phénomène, mais au départ elle n'a jamais entendu parler de pervers narcissique, elle ne sait pas ce que c'est. On en parle, c'est un phénomène dont on parle assez récemment finalement. Hein, alors que les études ont été faites, enfin certains psys comme Racamier, etc. qui a surtout mis ça. Oui, mais c'est vrai que l'appellation pervers narcissique est une appellation très tendance et moderniste. Voilà, on parlait de bipolaire, on parlait de toutes sortes de choses. Alors il y a des choses qui sont il y a des choses qui sont un petit peu communes, limites, etc. Mais elle a 23 ans, elle est complètement subjuguée par cet homme qui lui plaît en tout plan, intellectuellement, physiquement, artistiquement aussi, puisqu'il a ce côté aussi artiste, et donc elle est un milieu de penser qu'il existe sur Terre des personnes qui sont et alors le choc et la découverte de cette pathologie, parce que justement, en fin de compte, c'est un travail qu'elle fait sur elle, tout ce livre. Voilà, parce que en fait c'est toujours la même chose quand on est dans ces genres de situations, quand ces personnes sont victimes entre guillemets, elles essayent de comprendre, donc elles s'intéressent, elles se remettent en question, d'où la difficulté. En fin de cursus, hein. En fin de cursus, complètement, ça met beaucoup de temps. Et puis elles culpabilisent aussi parce qu'elle se dit comment je suis rentrée, comme ces personnes souvent victimes de violences, hein, qui se disent mais pourquoi je suis rentrée dans ce genre de situation, qu'est-ce qui a fait que j'ai laissé cette personne
me maltraiter finalement. Mais donc ça, elle va le découvrir quand elle va comprendre la pathologie, quand elle va comprendre à quel point Jacques est atteint de cette, enfin à quel point c'est sa manière d'être, sa manière de fonctionner, sa constitution initiale, et c'est là qu'elle va s'apercevoir aussi à travers d'autres femmes, d'autres exemples de femmes qui sont autour de lui, puisque c'est quelqu'un qui dégage la mort. On parle souvent ce sont des gens absolument mortifères. Donc il y a des femmes qui ont disparu, des femmes qui se sont suicidées autour de lui. Donc Jacques est habitué à ces conquêtes permanentes et à travers la recherche d'absolu de la jeune femme et à travers sa manipulation à lui, on n'est pas loin de la mort finalement, de ces choses extrêmes et à laquelle heureusement elle va échapper bien sûr, mais sans dévoiler la fin du livre, on peut déjà dire ça quand même. Absolument, pour accrocher l'auditeur et lui dire allez jusqu'au bout parce que c'est un très très bon roman. Alors maintenant, Sarah Mostrel, je voudrais qu'on parle de l'originalité de cette écriture. Voilà, donc j'ai voulu mettre en scène cette relation amoureuse à travers un style épistolaire, mais un style épistolaire moderne, si on veut, puisque c'est en grande partie une correspondance de textos qu'ils échangent, et donc... pratiquement à 80%. À 80%, tout à fait. Donc le roman est composé de cet échange entre les personnes et de réflexions de la jeune femme essentiellement au fur et à mesure de la relation, parce que j'ai voulu décrire au quotidien ce que pouvait être une emprise. Donc ça se situe à peu près sur 2 ans sur cette relation qui va être insidieuse et qui au fur et à mesure du temps, à travers les mots, je pense, va pouvoir être éclaircie et mettre en avant le mécanisme justement de cette... Alors moi j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est une méthode d'écriture très très tendance, d'accord ? Quelque part il ne manque que des émoticônes. Voilà, c'était peut-être un peu plus compliqué à figurer, quoique on aurait pu aussi le faire. Mais là, c'était une manière intéressante de décrire un quotidien directement. Voilà, de dire tel jour il se passe ça, une semaine après on en est là, et 3 mois après on en est toujours là finalement, avec des mots qui sont de plus en plus profonds, mais finalement rien n'a avancé. Et ce style-là, à travers le temps, permet justement de manière linéaire de décrire le phénomène. Alors je crois, Sarah Mostrel, que vous avez opté pour un passage à lire. Si j'ai vu ce film Respiro, je ne sais pas, je ne sais plus. Je me rappelle qu'il y a eu une coupure de son en plein milieu de la diffusion. Je me souviens de la déroute, du froid, de l'incompréhension, du vide, du néant, de la maladie, de l'absurde, de l'attente, de la colère, de la peur, de la consternation. Il me semble t'avoir appelé, écrit, peut-être, je ne sais même plus de souvenirs de cette soirée, juste qu'il y en eut peut-être une. Je ne suis sûre de rien en fait, même pas sûre que j'existe. À tes yeux, je ne sais pas si je suis transparente, un fantasme, un réconfort, une flatterie, bref, un vulgaire objet qui rappelle à la conscience. Je sais juste que je cherchais ta présence partout, et j'avais froid, si froid. Il y avait des regards sur moi à l'atelier, tu sais, ce bar boulevard du Montparnasse en face du cinéma. Et il y avait un homme à côté de moi, mignon, sympa, qui me faisait des sourires, et le type de la sécurité qui me regardait. Une fille seule, ça attire toujours le regard. Avait-il compris mon état intérieur, à mon regard perdu? Oui, les yeux sont le reflet de l'âme, pas difficile de se tromper, et puis le cognac réchauffe le corps et l'esprit. Mais j'avais si froid aux jambes et j'écrivais de façon automatique. Je n'avais plus de feuilles, je gribouillais sur l'enveloppe de ta lettre, en long, en large, en travers, et l'heure qui passait. Jamais je n'aurais cru que tu ne m'appellerais pas, jamais je n'aurais pu penser... Cette désinvolture, ces mots que je ne peux même pas prononcer, ce cri que j'ai poussé en moi-même, un cauchemar, mais c'était la réalité. Non pas que tu ne viennes pas, ça ce n'était pas grave, mais que tu ne me préviennes pas, là j'étais dans un autre monde. Plus rien n'avait d'importance,
À minuit et demi, je me suis levée, j'ai marché jusqu'au parking où j'avais laissé ma voiture. J'ai roulé jusqu'à chez moi. Je ne sais pas comment j'ai conduit, c'est l'auto qui m'a menée et j'étais si abasourdie que je t'ai cherché une excuse et je me suis dit que peut-être tu m'attendais devant ma demeure. Je ne pouvais pas absorber l'autre information. Quelque chose ne fonctionnait plus, j'imaginais même que tu me faisais une surprise. C'est si puéril, mais je cherchais une issue. Je suis repartie quand j'ai vu qu'il n'en était rien et j'ai roulé vers les Invalides. Je suis allée rejoindre Pierre, Pierre avec ses beaux yeux bleus et son allure séduisante, sa gentillesse. Lui me consolerait, lui. Mais il avait dû sortir, il n'était pas là. Il était 1h du matin, j'ai attendu jusqu'à 2h30. Je fixais mon regard droit devant moi. Je réfléchissais dans le vide. Je ne pouvais pas réagir, je ne voulais pas te faire de reproches. Ça n'aurait servi à rien de toute manière. Dans toute cette démarche, je n'ai pas le rôle que je visais. Tout cela est un vulgaire malentendu. Moi, je ne désirais pas être en demande, mais répondre à la tienne. Je ne voulais pas être la harceleuse, l'emmerdeuse. J'ambitionnais être ton espéré, l'amour de ta vie. Tu ne m'as simplement pas appelé, ni le soir de notre rendez-vous, ni le lendemain d'ailleurs. Je n'avais plus de larmes, mon cœur était désagrégé, mon corps gelé. Il y a des choses qui font partie de l'indicible. Cette soirée, les émotions, les sentiments, quelle grande farce! Farce de la vie qui la farcit et qui la gâte, qui l'emplit et la décompose. Ce soir, je me suis décomposée en silence. Merci Sarah. Vous aurez bien compris que ceci est donc le texte d'une réflexion de Sophie. Voilà, il lui donne rendez-vous, il ne vient pas, il ne la prévient même pas, mais c'est pas la première fois. Et donc là on voit, je pense, combien elle est déboussolée, combien elle a perdu ses repères, combien plus rien, il n'y a aucune rationalité, elle est complètement perdue. Elle écrit de manière automatique, elle ne sait plus s'il y a une soirée, à faire lire par Sarah ce texte. Plutôt que de vous soumettre des SMS, parce que les SMS sont bien sûr très courts, mais multiples, et nous tenons à ce que l'auditeur puisse entendre, mais être attiré par l'achat de ce livre pour pouvoir le lire. Je rappelle Sarah Mostrel, Un amour sous emprise, le jeu destructeur d'un manipulateur chez Guy Trédaniel. Oui. Merci Sarah Mostrel. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir invitée. À très bientôt de nouveau sur nos ondes, car il y a sûrement quelque chose en gestation. Effectivement. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.